Prenez soin de vous avec le groupe Vive et votre programme La Santé d'abord. Groupe Vive pour une santé accessible à tous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. 2 millions de Français seraient touchés aujourd'hui par la dénutrition, un phénomène qui ne concerne pas que les personnes âgées, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Les adolescents et les jeunes enfants pourraient être également touchés, mais pour des raisons différentes. Et on en parle aujourd'hui sur le plateau de La Santé d'abord, à l'occasion de la semaine de la dénutrition. Il n'y a pas d'âge pour être dénutri, personnes âgées, patients atteints de cancer, mais aussi enfants, adolescents. La dénutrition est une maladie silencieuse et surtout largement méconnue dans notre pays. Et pourtant, ses conséquences sur la santé peuvent être graves. Sophie Cubas, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice médicale chez Vive 3, Centre Val-de-Loire. Merci de revenir sur le plateau de La Santé d'abord. Anaëlle Frelon, bonjour. Bonjour. Vous êtes diététicienne nutritionniste au Centre de Bois-Gibert. Merci également de revenir. Voilà notre duo de choc de La Santé d'abord dès qu'il est question de nutrition, dénutrition. Et justement, on pense souvent que la dénutrition est un problème qui concerne uniquement les pays en voie de développement. Et pourtant, elle existe aussi en France, je le disais en introduction. Alors, nous sommes allés interroger les Français sur le sujet. Regardez. Pour ma part, la dénutrition, c'est quand on est en manque de certains aliments, style protéines, lipides, glucides. C'est rater pas mal de choses, des choses importantes dans tout ce qu'on ingère. Voilà. Pour moi, la dénutrition, c'est ne plus avoir envie de se nourrir. Le fait de moins consommer, certainement, la dénutrition. Alors les adolescents sont sans doute les plus touchés par la dénutrition, essentiellement, je pense, en raison de la restauration rapide. Ils n'ont pas forcément les moyens de bien se nourrir justement, ou voilà, tout devient cher, ou alors justement on met en avant plus les aliments qui sont rapides et faciles et pas forcément bons, enfin sains pour le corps en tout cas. Le mal-être des jeunes, certainement ça doit aider beaucoup dans le fait de ne pas s'alimenter, ou mal. Les facteurs au niveau des carences nutritionnelles, ça pourrait être le fait de sortir souvent. Du coup, on découvre, on a envie de manger ailleurs, on a envie d'être avec ses copains, donc on ne prend pas forcément soin de son alimentation. On voit de plus en plus, c'est les TCA. C'est vraiment les maladies qui sont en rapport avec la nourriture. Justement, il y a l'anorexie, les troubles avec la nourriture. Et après, ça emmène des soucis de santé. Et voilà. Les personnes âgées sont plus sujettes à la dénutrition parce que souvent, elles oublient, elles n'ont pas la sensation de faim. J'ai une maman qui vient de fêter ses 91 ans. Elle n'a plus d'appétit. Et tout ce qu'on peut lui offrir, à part peut-être le sucré, ne lui apporte plus le plaisir. Après, je pense que c'est un sujet qui touche tout le monde. Un reportage très intéressant de Damien Desmier. Et c'est assez étonnant parce que beaucoup parlent de la nutrition chez les jeunes, chez les adolescents. Ils ont conscience de ce problème-là. Est-ce que les adolescents sont plus touchés finalement que les personnes âgées ? Non, on ne peut pas vraiment dire ça, mais en fait, je pense qu'il y a une confusion chez les personnes qui sont interrogées entre la nutrition et la dénutrition et la malnutrition, en fait. Et on va en parler un peu plus en détail. Et alors justement, la dénutrition, c'est quoi ? Comment, à partir de quel moment on peut dire que quelqu'un est dénutri ? On va parler de dénutrition quand vraiment l'apport énergétique, l'apport calorique est vraiment inférieur aux besoins de l'organisme. On a ce qui s'appelle l'équilibre nutritionnel, donc on peut voir ça sous forme de balance, quand nos dépenses sont bien plus importantes que nos apports, notamment les apports en éléments essentiels, donc en nutriments essentiels comme les protéines, les lipides et les glucides. Là, on va parler de dénutrition. Ça va être notamment imagé par une perte de poids et notamment une perte musculaire. Oui, j'avais lu que lorsqu'on perd plus de 50% de sa masse protéique, donc ça veut dire toutes les protéines qui sont dans notre corps, dont 40% sont dans nos muscles, c'est la mort en fait. On peut... Oui, alors la dénutrition peut conduire. Ça peut conduire à la mort. Maintenant, on a des outils et ces principes de notre présence aujourd'hui, c'est que le but, c'est vraiment de la prévenir cette dénutrition, et puis après de la traiter. Donc effectivement, oui, si c'est laissé comme ça évoluer, ça peut aboutir au décès, mais il y a quand même des signes avant-coureurs. Oui, c'est quand même rare de mourir aujourd'hui de dénutrition. Ça peut arriver pour la personne âgée, mais ça va se contenir finalement dans quelque chose de polypathologique avec la dénutrition, mais il y a quand même d'autres choses qui vont avec. Ce ne sera pas juste un problème de dénutrition. Alors parlons d'abord des
des tout-petits et des adolescents, parce que ça peut altérer évidemment leur santé sur du long terme. Prenons d'abord le cas des bébés et des jeunes enfants. Quelles sont les causes de dénutrition les plus fréquemment retrouvées ? Alors, chez les enfants, c'est quand même plutôt des maladies. C'est rare que ce soit un problème vraiment d'apport volontaire. Donc, il y a souvent une maladie. Chez le tout petit, ça va être une maladie potentiellement de l'estomac, par exemple, c'est ce qui est le plus fréquent. Des petits ulcères gastriques, des ulcères, reflux, parce que l'estomac n'est pas complètement maturé. Après, il y a aussi des allergies, les intolérances, au lait de vache notamment. Et puis, il y a beaucoup de maladies. Celle qu'on connaît le plus, c'est la mucoviscidose, par exemple. Donc, c'est quand même plutôt des pathologies. Après, il y a potentiellement quelques petits phénomènes psychologiques qui peuvent être plus passagers, une rentrée à l'école, l'arrivée d'un frère, d'une sœur, une séparation de parents. Et puis, aujourd'hui, peut-être un peu plus, on est confronté aux problèmes économiques qui font que certains parents peuvent éventuellement avoir des difficultés à apporter ce qu'il faut à leur enfant, mais je crois que ça reste quand même une minorité, heureusement, et donc on est plutôt sur la maladie. Et quelles peuvent être les conséquences à long terme, justement, d'un problème de dénutrition chez les tout jeunes enfants ? Chez les tout jeunes enfants, ça va être un problème au niveau de la croissance. Quand on va avoir une dénutrition, on va avoir un manque d'apport, que ce soit au niveau des nutriments, mais aussi des micronutriments comme la vitamine D, le calcium, la vitamine C aussi, qui vont empêcher un bon développement au niveau cérébral, qui vont empêcher un bon développement au niveau du système immunitaire. Donc, on va avoir beaucoup de conséquences sur le long terme si la dénutrition est en plus... Et un retard de croissance aussi. Un retard de croissance chez les enfants c'est comme ça qu'on va rester le diagnostiquer en général. Ils vont stagner ou rester... un petit peu en dessous des courbes ou casser la courbe aussi. Et on peut rattraper ce retard ? Oui, bien sûr. On peut. L'important, il n'y a rien d'irréversible. C'est de le dépister à temps et de le prendre en charge. Ouais. Et puis parfois aussi, il peut y avoir un manque d'informations sur les besoins alimentaires des jeunes enfants. Ça peut conduire à des pratiques alimentaires inappropriées. Je pense par exemple à des parents végétariens qui ne vont donner par exemple que des laits végétaux à leurs enfants ou qui vont leur donner la même alimentation qu'eux, sans trop de protéines, etc. Ça, vous voyez ça fréquemment fréquemment, j'imagine pas non plus, mais vous avez eu des cas comme ça déjà Alors moi, j'ai pas été confrontée au niveau des enfants, mais c'est vrai que tout ce qui est croyance alimentaire va forcément avoir un impact sur un risque de dénutrition. Au niveau, nous, de la personne âgée, ça va être ce risque-là, des personnes qui veulent limiter leur consommation de viande ou de produits riches en protéines. On va avoir cet impact-là sur le développement musculaire et on peut le retrouver chez les enfants, des parents qui ne souhaitent pas leur donner des laits animaux ou quoi que ce soit d'origine animale. Et donc, on va avoir un risque de mal gérer la croissance de l'enfant. Bon, parlons maintenant des adolescents. C'est un âge où la croissance est rapide avec des besoins nutritionnels qui sont importants. Et là encore, une mauvaise alimentation peut entraîner des carences qui vont affecter durablement leur santé. Mais les causes de dénutrition chez les ados, évidemment, ne sont pas les mêmes que chez les jeunes enfants. C'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on poste toujours des photos de soi en permanence. Le poids peut tourner un peu à l'obsession. Oui, il y a une vraie culture du corps mince aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et, surtout chez les jeunes filles. Surtout chez les jeunes filles, qui peut entraîner d'abord une restriction, un choix des aliments pas forcément adaptés aux besoins, comme on le disait, notamment de croissance, et puis qui peuvent parfois, sur un terrain psychologique un petit peu instable, engendrer des choses plus embêtantes, comme une anorexie, par exemple. Et justement, quels sont les signes qui doivent nous alerter ? C'est un jeune qui va moins manger, mais des fois c'est un petit peu plus sournois parce que la jeune fille notamment va peut-être un petit peu cacher son jeu. Je me souviens quand j'étais interne d'une jeune fille qui était hospitalisée pour une anorexie, et en fait ses parents n'ont pas vu tout de suite qu'il y avait un problème parce qu'elle s'est mise à faire la cuisine, beaucoup de cuisine, elle s'est prise de passion pour la cuisine, elle préparait des petits plats pour tout le monde, tout le reste de la famille, et finalement a posteriori la maman disait oui, c'est vrai qu'elle ne mangeait jamais ce qu'elle faisait. Donc c'est des comportements vis-à-vis de la nourriture, et puis après il y a la perte de poids, la fatigue, les cheveux qui se tombent, les ongles, des règles qui peuvent disparaître quand on est vraiment quand même à un stade avancé de la maladie quand même. Et j'ai remarqué aussi que les adolescents qui étaient beaucoup en restriction alimentaire faisaient très attention à ce qu'ils mettaient dans leur assiette.
surtout les filles en général, des aliments plutôt healthy, des fruits, des légumes, mais au détriment des protéines et du bon gras, ce qui peut aussi avoir des répercussions sur leur croissance. En ce moment, il y a une tendance au niveau des réseaux sociaux, c'est les journées dans mon assiette, où ça va être des jeunes femmes qui vont promouvoir une journée type de leur alimentation. Et on a remarqué qu'au niveau des apports caloriques, ils étaient bien en dessous de ce qu'une femme de leur âge aurait besoin. Et en plus de ça, elles ont souvent tendance à avoir beaucoup d'activité physique. Donc on a deux problématiques qui se posent, un apport calorique qui est beaucoup plus bas et des dépenses qui sont beaucoup plus importantes. Et les jeunes filles vont suivre cet exemple-là parce qu'elles auront la finalité de basculer vers l'anorexie. Bon, chez les garçons, on a le problème inverse. En général, ils veulent faire du muscle, donc ils ne vont manger que des protéines. On n'aura pas forcément un problème de dénutrition, là, mais plutôt de malnutrition. C'est ça. La malnutrition, ça va vraiment être cette problématique soit de suralimentation en certains nutriments ou alors une restriction au niveau de certains aliments. Dans le cas des jeunes garçons qui veulent développer leur masse musculaire, ils vont augmenter leurs apports en protéines au détriment, par exemple, des fruits, des légumes et donc des vitamines associées. Donc là, ça va être la même problématique. Au bout d'un moment, l'organisme va manquer de certains éléments pour bien fonctionner. Et attention également aux personnes en état d'obésité ou surpoids qui perdent du poids. Là aussi, il faut être vigilant. Il faut être vigilant parce qu'on a cette problématique de les personnes, plus elles vont perdre du poids rapidement, plus elles vont penser que le régime a été efficace. Et malheureusement, oui, on peut perdre 10 kilos sur la balance, mais ça peut être un signe aussi de dénutrition parce qu'on a une perte de poids qui est rapide, une alimentation qui est bien en dessous des besoins. Et nous, c'est une problématique même que moi, je peux retrouver au niveau de mon établissement. On va avoir des personnes qui vont perdre 10-15 kilos en 3 semaines et qui vont refuser la prise en charge diététique parce que pour eux, leur objectif, c'est de perdre ce poids-là. Donc, c'est important de bien leur expliquer une perte de poids est intéressante, mais si elle est sur la durée. Si on a vraiment cette perte de poids qui est progressive. Perdre moins vite. C'est ça. Mais sans être carencé, parce que sinon, c'est des kilos qui risquent de reprendre très vite. Avec un rééquilibrage alimentaire, finalement, qui est plus propice au maintien sur le long terme. Sur du long terme, bien sûr, prendre des bonnes habitudes alimentaires. Alors, il y a également un autre cas où la dénutrition peut avoir des conséquences graves, c'est chez les patients atteints de cancer. Pour un patient adulte, à partir de quand part-on de dénutrition ? Alors, il y a des recommandations de la Haute Autorité de Santé sur effectivement le diagnostic de la dénutrition qui date de 2021. Et le critère principal, c'est la perte de poids dans un temps court. Donc, c'est 5% de perte de poids en 1 mois ou 10% en 6 mois. Après, il y a le rapport entre le poids et la taille, ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle inférieur à 18,5 pour l'adulte. Et puis, il faut une cause à côté parce qu'il y a des gens qui ont des petits poids toute leur vie, qui ne mangent pas énormément. Pour autant, ils ne sont pas forcément dénutris. Donc, il y a vraiment ce critère aussi de cause. Et le cancer, par exemple, en est une. La baisse des apports et des maladies comme le cancer. Alors justement, quels sont les risques associés à un mauvais état nutritionnel chez un patient qui souffre d'un cancer ou qui est sous traitement ? Oui, ça va être un peu un cercle vicieux parce que finalement, comme il a un cancer, il a moins d'appétit, donc il mange moins, donc il se dénutrit. Il a également des traitements comme les chimiothérapies qui peuvent provoquer aussi des troubles digestifs, des nausées, des vomissements, donc moins d'apports alimentaires, ça fatigue, c'est vraiment un cercle vicieux. Et le problème, c'est qu'on a des patients qui arrivent pour leur cure de chimiothérapie qui est prévue et qui ne sont pas en suffisamment bonne forme pour pouvoir bénéficier de leur cure. Donc, il y a vraiment, c'est important de prendre en charge ce risque de dénutrition pour justement pouvoir poursuivre le traitement et guérir en fait. Alors, dans la plupart des centres de soins, les patients sous traitement anticancéreux peuvent bénéficier justement d'une prise en charge nutritionnelle réalisée par des médecins nutritionnistes ou des diététiciens. Et justement, nous avons suivi Elena Chauveau, qui est diététicienne au centre de soins Saint-Claude à Trélazé lors d'une de ses consultations. C'est un reportage d'Adrien Gollon. Dans le traitement du cancer, la nutrition joue un rôle crucial. La maladie, les médicaments ou encore la chimiothérapie provoquent le plus souvent une altération du goût et une perte d'appétit chez les patients. À partir du moment où on a une pathologie cancéreuse, le patient est considéré comme à risque de dénutrition. Pas de problème aujourd'hui sur les plateaux. Elena Chauveau est diététicienne dans ce centre de soins spécialisé dans l'accompagnement de patients en convalescence. Elle veille à ce que chacun bénéficie d'une alimentation adaptée à ses besoins.
Mon rôle, c'est d'établir des bilans diététiques auprès des patients, donc c'est-à-dire de repérer en fait quels sont leurs besoins nutritionnels par rapport à leur pathologie, par rapport à leur traitement, et de les accompagner en ce sens. Pour éviter la dénutrition, l'idée ce n'est pas de manger plus, mais plutôt de manger mieux, avec des repas enrichis en protéines et en matières grasses. Ce sont en fait des repas pour lesquels on va augmenter les apports caloriques, mais on va veiller à ne pas augmenter les quantités. Du côté des médecins, une bonne alimentation est parfois vue comme le premier des médicaments. Pour le docteur Nougem, il est aussi très important de continuer à se faire plaisir à table. Si vous n'avez plus de plaisir, vous vous alimentez plus ou mal. Il faut que l'alimentation soit riche en protéines et il faut qu'elle soit agréable. Si manger en grande quantité peut s'avérer compliqué pour certains, il est conseillé de multiplier les encas tout au long de la journée. Est-ce que vous auriez d'autres conseils pratiques justement à nous donner pour aider ces patients à mieux s'alimenter ? Au niveau du centre hospitalier, là, ça serait plus d'informer les agents hôteliers. Par exemple, la grosse problématique qu'on retrouve dans les établissements de soins, ça va être le fait que les repas sont servis en barquette, que les présentations ne sont pas forcément agréables au niveau visuel et forcément, ça va couper l'appétit directement. Donc ça va être de travailler sur la présentation, essayer de au moins juste mettre l'aliment dans une assiette, d'essayer de soigner la présentation. On va avoir aussi le fait de, si possible, demander aux patients s'il y a des aliments qui ne passeraient pas du tout pour essayer de proposer un remplacement et donc d'éviter un repas où il ne va rien avoir de consommer dans l'assiette. Et de repas en petite quantité. De travailler sur le fractionnement des repas. Ça va être par exemple, la personne, on va lui dire de se concentrer sur son entrée et son plat et lui dire le fromage ou le dessert, on le prendra 1 ou 2 heures plus tard. Et donc avoir un apport qui est plus régulier sur la journée, mais en plus petit volume. Et on peut conseiller également des médecines complémentaires qui peuvent aider à lutter contre les nausées, le dégoût. Sur les symptômes, effectivement, de la par exemple. Ça, c'est une pratique assez courante. Oui, c'est une pratique qui est de plus en plus courante, notamment chez les personnes justement atteintes de cancer. C'est vrai que ce n'est pas forcément une pratique très développée dans les autres spécialités, mais oui, dans la cancérologie, oui, c'est quelque chose qui est régulièrement proposé. Oui. Voilà, donc être très vigilant sur le poids parce qu'effectivement, c'est une perte de chance de guérison si le poids est trop faible, parce que du coup, on est obligé d'interrompre... Ça peut arriver. De reporter les séances de chimiothérapie. Oui. Donc ça recule une cicatrisation et ça recule la guérison d'une maladie. Avec des complications possibles, nécessité d'être hospitalisé. Il y a une image qui est très intéressante, c'est celle de la spirale de la dénutrition. On va partir en haut de juste une petite perte d'appétit et au fur et à mesure, plus on va s'avancer dans la dénutrition, plus on va avoir un impact important sur la santé. Comme a dit Sophie, on va avoir des retards de cicatrisation, on va avoir de moins en moins de possibilités de se mouvoir. Et à la fin, on a ce risque d'hospitalisation sur le long terme et qui peut aggraver le cas le plus grave, un problème de dénutrition. Exactement. Donc plus on intervient tôt dans cette spirale, plus on a une chance de sortir de la dénutrition et de voir notre patient qui se remet le mieux. Bon, et parlons du cas des personnes âgées, qui sont quand même les plus concernées par ce problème de dénutrition aujourd'hui. D'ailleurs, quels que soient les problèmes de santé préexistants, on estime que 4 à 10% des personnes âgées qui vivent chez elles sont dénutries et 15 à 38% pour celles qui sont dans des établissements hospitaliers, des établissements de soins. Alors déjà, quelles sont les causes les plus fréquentes de cette perte d'appétit chez les personnes âgées, en dehors de pathologies? Oui, alors la personne âgée, le vieillissement naturel, physiologique, comme on dit, en dehors de toute maladie, fait que la personne âgée, alors ça a été un petit peu dit tout à l'heure, mais a moins faim, a moins la sensation de faim. En vieillissant, on perd cette sensation de faim. Moins de goût. Ouais. Une sensation d'avoir de satiété, d'avoir vraiment plus faim. Que ce soit vraiment, la perte du goût et de l'odorat, ça c'est très important parce qu'on a tous certainement expérimenté pendant le Covid. Ouais, c'est pas très tout d'un coup, on sent plus rien, on n'a plus de goût et on mange beaucoup moins. Du coup, on mange moins, forcément, on a moins de plaisir. Donc voilà, déjà sur le plan physiologique, il y a ça. Après, il y a les problèmes aussi bucco-dentaires qui font que les personnes ont moins de dents, avec donc moins de possibilités de mastiquer, des problèmes de déglutition qui peuvent apparaître aussi. Et puis, il y a tout le côté aussi sociabilité. Il y a de l'isolement. Donc, quand on est veuf, voilà, se faire à manger pour une personne. Quand
quand on commence à perdre de l'autonomie, on ne peut plus forcément sortir pour faire ses courses. Voilà, donc c'est pareil, c'est un ensemble de choses. Et puis il y a aussi des médicaments qui coupent l'appétit, qui baissent aussi les sensations de goût. Donc voilà, c'est un ensemble de choses chez la personne âgée qui vont conduire à la dénutrition. Et il faut être vigilant parce que chez les personnes âgées, la perte de poids n'est pas forcément visible tout de suite. Surtout si c'est quelqu'un qu'on a l'habitude de voir régulièrement. On ne va pas lui demander de monter à chaque fois qu'on la voit sur la balance. Alors, est-ce qu'il y a des signes particuliers qui peuvent nous alerter avant d'atteindre un seuil critique ? On peut avoir plusieurs signes. Il n'y a pas forcément la balance. Il y a le fait de, par exemple, au niveau des vêtements, si la personne a tendance à plus flotter dans ses vêtements, on va se douter qu'il y a une perte de poids qui a été réalisée. On va avoir aussi, au niveau du réfrigérateur, voir que la personne met de plus en plus de restes dans le réfrigérateur, c'est-à-dire que les quantités consommées au moment du repas sont plus faibles. Et puis, tout simplement, la répétition de « je n'ai pas faim », j'ai besoin moins fréquemment d'aller faire mes courses. Donc, ça veut dire aussi que les quantités consommées sont beaucoup plus faibles. Et avec tous ces indicateurs-là, on peut se dire attention, il y a un petit problème. Et puis surtout, il y a aussi les préjugés qui peuvent être source de dénutrition chez les personnes âgées, parce qu'on croit souvent que nos aînés ont besoin d'apports énergétiques inférieurs aux plus jeunes. Or, c'est faux. Ils ont besoin de manger autant, mais différemment. Il faudrait même presque qu'ils mangent plus, parce que malheureusement, au niveau des nutriments, les personnes âgées vont moins bien absorber les nutriments. C'est-à-dire que pour une même quantité alimentaire consommée, l'absorption par l'organisme est plus faible. Donc, on va avoir ce côté où les personnes ont tendance à moins manger. En plus de ça, les nutriments sont moins bien absorbés. Donc, on a vraiment un déficit alimentaire qui se crée. Et oui, il y a certaines personnes qui vont dire que les personnes âgées ont tendance à moins se dépenser. Mais dans le cadre, par exemple, de pathologies comme l'Alzheimer, où on a beaucoup de déplacements de la personne, on va avoir des dépenses énergétiques qui sont importantes. Et en cas de dénutrition, quels sont les principaux risques alors pour ces personnes âgées ? On l'a vu chez les patients atteints de cancer, mais chez la personne âgée, en fait, ça va être la perte d'autonomie. Finalement, ça va entraîner une spirale vers la perte d'autonomie parce que moins de muscles, des chutes, des fractures, des hospitalisations. Voilà, on se remet pas forcément très bien, des infections, des retards de cicatrisation, par exemple, pour des ulcères, des choses comme ça. Donc vraiment, c'est important de prendre dès le début, de prévenir déjà vraiment, et puis vraiment de prendre en charge tout de suite avant que la personne soit vraiment en dénutrition sévère, quoi. Alors justement, le personnel médical crée des outils aujourd'hui pour prévenir la dénutrition chez les personnes âgées. Et pour savoir s'ils sont vraiment adaptés à leurs besoins, à leurs attentes, et les faire évoluer si nécessaire, eh bien, on fait appel à des sociologues qui vont interroger directement les personnes concernées et recueillir leur expérience. Regardez. Comment voulez-vous qu'on fasse une cuillère de béchamel ? Non. La dénutrition des personnes âgées est un enjeu de santé publique majeur. Pour la prévenir, les professionnels de santé ont développé des programmes pour apprendre ou réapprendre à se nourrir correctement. Des programmes qui nécessitent une bonne écoute des aînés. On essaye d'amener des protéines sous différentes formes. On leur demande toujours l'autorisation, c'est sous forme de propositions et c'est souvent des propositions qui sont bienvenues. Plusieurs outils sont proposés sous forme de fiches aux personnes âgées. Recettes riches, rappels des aliments protéinés et explications des quantités. Le personnel médical a tâché de penser à tout. Mais pour s'en assurer, des sociologues ont été mobilisés auprès d'un public test, des personnes autonomes et d'autres plus dépendantes. L'objectif, vérifier si ces outils sont adaptés et recueillir d'éventuelles suggestions pour les améliorer. On a trouvé ça très bien et ça nous intéresse parce qu'à notre âge, il faut faire attention. Donc ça nous remet un peu les pendules à l'heure, c'est pas mal du tout. Des outils bienvenus, mais qui manquent parfois de détails pour ces testeuses. Bien vu, ils ne mettent pas. Ils ne mettent pas. Non, ajoutez le mélange dans la casserole. L'idée, c'était de recueillir le ressenti pour qu'ensuite, après, il y ait des remontées effectivement d'informations pour les professionnels de santé afin qu'ils puissent ajuster au mieux leur programme. Cette étude issue d'un appel à projet vise à adapter les outils pour mieux accompagner les personnes âgées. Ensemble, professionnels de santé et patients construisent l'avenir de la nutrition des seniors. Alors Sophie, cet atelier, moi je trouve que c'est une très très bonne idée. Ça a été conçu dans le cadre d'un appel à projet. On en est où aujourd'hui ? Est-ce qu'on a dépassé le stade de projet ? Alors effectivement, on a répondu à cet appel à projet pour améliorer la prise en charge de la dénutrition du senior à domicile. Donc c'est pour ça qu'on est en résidence autonomie. Ça a été financé par l'association Assist.
Et là, aujourd'hui, donc, on a eu ce groupe qui nous a permis de remonter beaucoup de choses en fait, sur nos outils. C'est important qu'on s'assure que les outils qu'on fabrique sont adaptés et qui vont servir. Ça manque par exemple de détails pratiques. C'est ça manque de détails. C'est encore un peu trop médical. Ouais. Voilà, c'est vrai qu'une portion, c'est assez abstrait. Et voilà, il faut qu'on aille un peu plus dans le détail. Une portion, c'est la paume de la main. Voilà, donc ça peut être la paume, mais ça peut être une cuillère. Enfin voilà, il faut qu'on aille un peu plus dans pour imager un petit peu plus. Et puis, donc à partir de là, une fois que nos outils seront construits, que nos professionnels seront vraiment bien formés, à partir de janvier, on va inclure des personnes qui le souhaitent pour les suivre vraiment de près, avec une diététicienne qui ira au domicile, qui est assez innovant parce que ce n'est pas dans la prise en charge habituelle des personnes. Donc on pourrait voir se multiplier ce type d'atelier dans d'autres, tout à fait, dans des centres spécialisés et à domicile chez les patients. Ça, c'est une bonne idée, ça. Voilà, c'est ce qu'on aimerait. Un grand merci à tous les deux, à toutes les deux, comme d'habitude. Vous faites vraiment un duo parfait, très très complémentaire. Alors, en conclusion, la dénutrition ne touche pas que les personnes âgées, je pense qu'on l'a compris, mais quand même beaucoup les personnes âgées. Attention quand même chez nos ados et surtout chez les filles qui veulent ressembler à leurs idoles sur TikTok. Il peut y avoir des conséquences parfois graves. La dénutrition est un problème majeur chez les personnes en traitement anticancéreux. Une moindre tolérance et efficacité des traitements avec une perte de chance de guérison. Et soyons également vigilants avec nos aînés. Vieillir ne veut pas dire que c'est normal de moins s'alimenter. Au contraire, il faut s'alimenter plus, c'est ce que nous a dit Anaëlle, et mieux. Encore mieux parce qu'on absorbe moins bien les vitamines et les minéraux. Un grand merci à toutes les deux. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro de La Santé d'abord. D'ici là, prenez soin de vous. Le groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive pour une santé accessible à tous.